voir. Alors là, on va s'occuper d'Alexandre le Grand. Ce nom, c'est un livre de Johann Gustav Droysen et on va commencer par la préface. Donc ce sera vite fait. C'est une petite préface de quelqu'un qui ne s'appelle pas trop, je pense. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. De toute façon, je pense que je vais acheter tous les livres sur Alexandre le Grand que je trouve. Préface par Pierre Briand, avec un T, professeur émérite au Collège de France. Extraordinaire destin que celui de l'histoire d'Alexandre le Grand. Geschichte Alexanders des Großen. Paru à Berlin à Noël 1833. Je pense que je vais aimer. Sous la signature de Johann Gustav Droysen. Âgé seulement de 25 ans, celui-ci s'était déjà fait connaître par une traduction de l'Antigone de Sophocle en 1825, puis par celle de l'œuvre d'Eschyle entre 1826 et 1832. C'est un copain de Nietzsche. Puis par celle de l'œuvre, oui, ça j'ai déjà lu. Cette maîtrise de la langue grecque, Droysen l'avait acquise de ses études au gymnasium de Stettin, puis au cours de son cursus exceptionnel à l'université de Berlin, au cours duquel il fréquenta les cours et séminaires de professeurs d'élite dans le domaine de la philosophie de l'histoire, Hegel, de la géographie historique, Ritter, et plus encore de l'épigraphie, de la numismatique et de l'histoire de l'Antiquité, Auguste Boeck. C'est Boeck qui l'orienta vers l'histoire de la dynastie des Lagides d'Égypte, plus précisément vers le règne de Ptolémée V, sur lequel il soutint sa thèse en 1831. C'est alors au cours de l'été 1831 qu'il se lança dans l'écriture de son livre sur l'histoire d'Alexandre, qui fut publié 2 ans plus tard, fort de près de 600 pages très densément imprimées et accompagné d'environ 700 notes de bas de page. Dans son esprit, cet Alexandre n'était que le prélude à une histoire de la civilisation qui naît avec la conquête d'Alexandre, ce qu'il est convenu d'appeler la période hellénistique, que l'auteur se proposait de mener jusqu'à la chute de Constantinople. En réalité, seuls 2 volumes suivirent, l'un en 1836 consacré à l'histoire des successeurs d'Alexandre, les Diadoques. Je vais l'acheter. Enfin, ça dépend si j'aime bien le livre. Mais oui. Le second, en 1843, à l'histoire de la génération postérieure, les Épigones. Très bien. Les 3 volumes, 1833, 1836 et 1843, furent révisés par l'auteur et réunis sous le titre Geschichte des Hellenismus, 1877, alors qu'il était depuis 1859 professeur dans son alma mater berlinoise. Entre-temps, passionné par les débats politiques qui secouaient l'Allemagne, il fut en 1848 élu député au Parlement de Francfort, Droysen s'est tourné vers l'histoire de la Prusse, sur laquelle il fit paraître 14 volumes entre 1855 et 1884, œuvre qu'il laissa inachevée à sa mort en 1884. Ce que j'appelle une vraie préface. Les 3 volumes de 1877 furent traduits en français en 1883, l'histoire de l'hellénisme, sous la direction d'Auguste Boucher-Leclerc, alors professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne, qui fit précéder l'ouvrage d'une introduction copieuse, toujours digne d'être lue. Cette traduction a été rééditée en 2003 dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, puis d'une manière exhaustive en 2005 dans la collection Horos chez Jérôme Millon, accompagnée de tout l'appareil critique de l'édition originale et ouverte par une introduction substantielle sous la plume de Pascal Payen. Quant à l'Alexandre de 1833,
Il fut traduit partiellement en français par Jacques-Benoît Méchain en 1935, dont le texte a été constamment réimprimé depuis lors, y compris sous forme d'une traduction en portugais du Brésil en 2010. Qui plus est, une autre traduction, cette fois en anglais, a été publiée en 2012 et préfacée par l'un des meilleurs spécialistes de la question, Albert Briand-Bosworth, par ailleurs très réservé sur l'approche droïsétienne. Comment expliquer un succès éditorial aussi durable? Rares sont les individus et les peuples auxquels est dévolu le privilège d'une mission supérieure au seul fait d'exister. Ainsi s'ouvrait l'Alexandre de 1833. L'incipit de l'édition de 1877 n'est pas moins admiratif. Le nom d'Alexandre marque dans l'histoire du monde la fin d'une période et le début d'une ère nouvelle. Aux yeux de Droysen, le rôle historique d'Alexandre se mesure à sa capacité à rapprocher Grecs et Perses dans un moule civilisationnel commun, d'où l'importance centrale accordée aux noces de Suse entre chefs macédoniens et princesses iraniennes, tant Alexandre entendait ainsi voir s'accomplir d'une manière symbolique la fusion de l'Occident et de l'Orient. Il ne considérait pas en effet les Perses comme des barbares. Ils n'étaient ni sauvages ni demi-sauvages. Avec eux, les conquérants n'avaient pas seulement à donner, mais aussi à recevoir. Ils avaient à apprendre et à rapprendre. Oh, j'ai des frissons partout. Le rapprochement fusionnel avec les Perses, non mais son deck, hein, ne constitue qu'un aspect de l'œuvre considérable d'Alexandre, dont Droysen souligne qu'il donna tous ses soins également à l'administration de l'Empire et au bien-être de ses sujets. Non seulement il réforma le système fiscal de ses prédécesseurs perses, jugés iniques, mais les décisions qu'il prit dans le domaine économique introduisirent des facteurs de transformation radicale. Peut-être sous ce rapport n'a-t-on jamais vu depuis l'influence d'un homme produire une transformation si soudaine et si profonde sur une étendue aussi immense. Outre les travaux hydrauliques menés sur l'Euphrate et le Tigre, Alexandre fonda des villes-étapes sur les grandes routes. Son choix fut tellement judicieux que la plupart de ces villes sont restées jusqu'à nos jours les centres de commerce les plus importants. En effet, le roi mettait un zèle infatigable à ouvrir de nouvelles communications par voie de mer, en particulier en inaugurant la route par mer entre l'Indus et l'Euphrate et le Tigre. Mais, souligne Droysen, cette révolution n'aurait pas été possible sans la décision prise par Alexandre de transformer en monnaie frappée les réserves de métaux précieux des grands rois de Perse. Ce fut en effet un des ferments les plus énergiques qui travaillaient ce monde en voie de formation. L'image choisie par Droysen est particulièrement évocatrice, puisqu'il compare la mise en circulation de richesses alors thésaurisées à la circulation du sang à travers les membres longtemps ligaturés et flétris de l'Empire. On voit comment, par ce moyen, la vie économique des peuples, dont la domination perse avait sucé les forces comme un vampire, dut se relever et prospérer. Au-delà même des décisions politiques d'Alexandre, ce qu'entend souligner Droysen, ce sont les effets à long terme de la diffusion du grec et des valeurs grecques sur la vie des peuples sous le rapport moral, social et religieux. Profondément pénétré de sa foi chrétienne, Droysen établit le lien entre Alexandre et Jésus, entre la civilisation hellénistique et la naissance du christianisme. C'est maintenant que commence le dernier travail, le travail de l'Antiquité en train d'accomplir sa destinée. Sa carrière s'achève quand le temps fut accompli, dans l'apparition du Dieu fait homme, dans la doctrine de l'Alliance nouvelle, au sein de laquelle allait s'aplanir ce dernier contraste, le plus profond de tous, au sein de laquelle juifs et païens, les peuples du monde entier, à bout d'énergie ethnique et épuisés à en mourir, allaient enfin, conformément aux promesses des prophètes, aux pressentiments des sages, trouver la consolation, le repos et, en échange de la patrie perdue ici-bas, une patrie plus haute,
toute spirituelle du royaume de Dieu. Quel que soit le point de vue choisi, le nom d'Alexandre marque donc bien le début d'une ère nouvelle, comme l'auteur l'annonçait dès les premières lignes de son livre. Sans avoir été le premier à considérer comme un ensemble cohérent la période qui va d'Alexandre à Auguste, Droysen fut le premier, au-delà d'une simple narration des soubresauts politiques et militaires, à mettre en lumière l'unité civilisationnelle de cette phase historique à laquelle il donna l'appellation d'hellénismus, que nous comprenons comme la civilisation hellénistique. Bon, moi, je suis d'un avis tout autre, mais peu importe, hein. On peut légitimement se demander quelle est aujourd'hui la portée d'un livre écrit en 1833, alors même que de nouveaux documents ont été publiés et que de nouvelles interrogations ont été formulées. En d'autres termes, comment lire Droysen en ce début de troisième millénaire? Il a été admis pendant très longtemps comme une évidence que ce livre a représenté une profonde révolution historiographique, dans cette mesure qu'il marque le début d'une histoire scientifique. Il est vrai que, par comparaison avec des monographies sur Alexandre, publiées en français par Simon-Nicolas Linguet en 1762, en allemand par Ignatius Fessler en 1797 ou en anglais par John Williams en 1829, l'Alexandre de Droysen tranche par l'affirmation d'une méthode historique fondée explicitement sur le recours critique à une documentation diversifiée. Une telle observation n'est pas niable, quand bien même, comme dans tous les manuels qui ont précédé, la reconstitution historique est d'abord articulée sur un récit militaire des plus traditionnels, et quand bien même Droysen utilise, sans beaucoup de distance critique, des auteurs comme Plutarque et Arrien, qui sont des thuriféraires d'Alexandre et de son aventure. Il convient d'ajouter que la discussion sur les sources de l'histoire d'Alexandre n'est pas née avec Droysen. Lui-même a su utiliser les travaux spécialisés, en particulier ceux qui furent publiés par le baron de Sainte-Croix entre 1775 et 1804. Sur ce plan, près de 2 siècles après la publication originale, le livre de Droysen n'a évidemment plus rien à nous apprendre, sauf dans un domaine, dont il fut lui-même un éminent représentant, celui de l'histoire de l'érudition et de la méthode historique. Quant à ses thèses fondamentales, la rencontre fécondante entre l'Orient et l'Occident, le décollage économique de l'Orient sous l'influence de la conquête européenne, elles doivent être restituées dans une discussion ouverte en Europe depuis au moins un siècle, sinon plus. Fondée comme chez Droysen sur une utilisation privilégiée de Plutarque et d'Arrien, l'image d'un conquérant unificateur, pacificateur, ouvreur de nouvelles routes commerciales maritimes, est déjà celle qui avait été exposée très clairement par Montesquieu dans L'Esprit des lois en 1748, puis dans la deuxième édition posthume de 1757. Illustrée également par Voltaire, cette image a été largement répandue par les historiens philosophes écossais et anglais, et elle s'était imposée en Allemagne dans le premier tiers du XIXe siècle. Le portrait philosophique du roi conquérant avait été développé en opposition avec un autre portrait diffusé par nombre d'historiens qui, tenant d'une histoire maîtresse de vie, dénonçaient au contraire les ambitions démesurées d'Alexandre. Selon eux, celui-ci n'obéissait pas aux obligations d'un roi qui se doit de penser d'abord au bien de son peuple. Oui, genre, tous les rois depuis qu'il y a des rois se sont comportés comme ça. Non mais, ça y est, je suis partie en couille. Euh, d'abord au bien de son peuple, au lieu de ravager le monde et d'y faire couler le sang. De même, l'un et l'autre se disputaient sur les conséquences des mariages entre Gréco-macédoniens et Iraniennes. Là où les uns voyaient un signe de dégénérescence de la civilisation grecque, symbolisée par ce qu'ils appelaient... Non mais il y a tant à dire. L'asiatisation de la Grèce
Les autres voulaient y voir l'une des décisions les plus fructueuses pour l'avenir. Entre les uns et les autres, Droysen a tranché. Même s'il ne fait pas explicitement état des influences qui l'ont marqué, son Alexandre se situe indubitablement dans la droite ligne de l'héritage des Lumières. La parution du livre de Droysen n'éteignit pas les divergences. Tout au contraire, ces thèses, adoptées par les uns, furent contrées en 1856 par un historien anglais de grand renom, George Grote, et bien d'autres auteurs continuèrent de se montrer hostiles. La célébration du centenaire en 1933 fut l'occasion de nombreuses publications en Allemagne, en Angleterre, en France et en Italie, qui, globalement, redonnèrent du lustre à l'Alexandre de Droysen. Il en fut particulièrement de l'Alexandre de l'historien allemand Ulrich Wilken, qui porta au pinacle le livre génial de son prédécesseur, mais aussi des études de l'historien britannique William Tarn, qui lui donna une ampleur renouvelée, et de l'Alexandre le Grand de l'historien français Georges Radet, 1931. De nombreux ouvrages de vulgarisation empruntèrent également la voie ouverte par Droysen et confirmée par Wilken et Tarn, au point que l'image uniformément positive d'Alexandre et de la conquête macédonienne sembla se figer à jamais au sein d'un discours où la figure d'Alexandre se confondait avec celle de la colonisation européenne. Dès 1767, J.C. Gatterer, un historien allemand pourtant peu suspect de sympathie pour le héros macédonien, n'avait-il pas caractérisé Alexandre comme celui grâce auquel le siège de la domination mondiale fut pour la première fois situé en Europe, et l'avait ainsi érigé en un précédent et un modèle de l'expansion européenne, sauf que non, vous le verrez. Tel n'était pas au demeurant le point de vue de Droysen, selon lequel la méthode coloniale d'Alexandre s'opposait du tout au tout aux désolantes monstruosités dues au système de colonisation où se sont essayées depuis 3 siècles les nations chrétiennes de l'Europe. Je dirais même plus, Alexandre fuckait l'Occident. Apparemment immuable, l'image se craquela après la Deuxième Guerre mondiale sous le coup des condamnations portées contre les massacres de masse et contre la colonisation européenne. 2 historiens en particulier ont mené la contre-attaque. L'historien américain d'origine autrichienne Ernst Badian et l'historien australien Albert Brian Bosworth. L'un et l'autre plaidèrent pour une histoire des victimes, qu'il s'agisse des Macédoniens arrêtés et exécutés sans raison par un roi atteint de paranoïa, selon Badian, ou des populations asiatiques, passées systématiquement au fil de l'épée. Bosworth juge même que Alexandre a passé beaucoup de son temps à tuer et à ordonner de tuer, et que l'on peut considérer que tuer était ce qu'il faisait de mieux. Ainsi, non, il s'occupait de son chien. Ainsi est né un Alexandre post-colonial, situé aux antipodes du héros de Droysen et de ses admirateurs, au point qu'aujourd'hui, plus particulièrement dans l'historiographie anglo-américaine, Alexandre apparaît plus comme un vil massacreur que comme un conquérant doué d'une quelconque intelligence des situations. Non mais, selon moi, il tirait le viking, Alexandre le Grand. Tel est le dernier avatar d'une querelle née du vivant d'Alexandre, puis à Rome, et qui se poursuit entre admirateurs et contempteurs du roi et de sa conquête. Acharnée, cette polémique est pourtant sans issue, et même, ajouterais-je, sans objet. Je suis d'accord en fait. Les progrès considérables réalisés depuis un demi-siècle, en particulier dans la connaissance jointe du royaume macédonien et de l'empire achéménide, montrent qu'une voie de recherche et de réflexion infiniment plus féconde est aujourd'hui ouverte, que Droysen et ses contemporains ne pouvaient pas emprunter ni même imaginer. Hop, bon bah c'est bien. Voilà une vraie préface où le mec il parle de son sujet, du verbe et du complément d'objet direct.